Bonsoir à tous. Je suis Anne Choumet-Cambas, je suis la directrice de l'Institut français et je vous remercie tous d'être venus à ce 7e débat dîner de notre série de débats d'idées que nous organisons avec nos partenaires, la représentation de la Commission européenne et l'Institut estonien des droits de l'homme. Donc, merci à tous d'être venus. Je vais bien sûr céder la parole très rapidement à nos intervenants. Bonjour, tere tulemast kõikidele. Minu nimi on Daniel Schär, olen suursaadik Välisministeeriumis, katan Balkani riike. Ja täna meil on siis väga tugev paneel, kaks väga säravat ajakirjanikku. Vasaku käe peal on Daniel Schneiderman, kes on Prantsuse ajakirjanik ja meediaspetsialist, kes on väga tükk aega ajakirjandusega tegelenud ja suuremates väljaandes Le Monde, Libération ja riiklikus televisioonis. Hetkel on ta töötab sõltumatu ajakirjanduse projektiga, kus tal on oma internetiportaal, kus tal on 25 000 tellijat, kus selle portaalis ta ise kommenteerib ja hindab ja annab kriitikat meediaväljaannete või meediajuttudega ka televisiooni kohta. Tema otsekohesus ja meedia läbipaistvuse taotlus on tekitanud palju poleemikat ja ka palju huvi tema arvamuste vastu Prantsusmaal. À ma côté droite, on a monsieur Anwar Samost, un journaliste estonien qui a travaillé aussi presque 25 ans comme journaliste en Estonie. Depuis le 1er juin de cette année, il a commencé dans le Eesti Rahvusringhääling, le média public de l'Estonie, comme le rédacteur en chef du website du côté internet du média public. Et aussi, il a travaillé plusieurs années comme rédacteur en chef dans le Postimees, le plus grand journal en Estonie, et BNS. Donc on va commencer avec deux petites présentations des deux intervenants, puis on va avoir une petite discussion, débat, commentaires, et puis on va ouvrir un peu les questions des participants. Donc monsieur Daniel Schneiderman, s'il vous plaît. Bonsoir. D'abord, merci à tous et à toutes d'être venus si nombreux pour cette discussion sur les médias que je vais amorcer peut-être en présentant un tout petit peu mon activité, puisque j'imagine que certains d'entre vous ont dû être surpris en apprenant, certains d'entre vous d'ici de Tallinn ont dû être surpris en apprenant qu'il existait en France une activité régulière, professionnelle de critique des médias. Eh bien oui. Alors cette activité a commencé il y a une vingtaine d'années, en 1995, à la télévision publique française. Si vous vous souvenez, 1995, c'est une période qui avait été marquée par deux événements très importants dans les années précédentes. D'abord un événement pendant la révolution roumaine de 1989. Pendant cette révolution, au cours des journées turbulentes et troublées de cette révolution, et sont arrivées en Occident des images, des photos et des vidéos d'un charnier. Ce charnier avait été découvert à l'ouest du pays, à Timișoara, et ces images, ces photos, ces vidéos ont fait sensation en Europe, parce que tous les médias ont commencé à dire voilà bien la preuve de la barbarie du régime renversé de Ceausescu, ce charnier découvert avec ses corps atrocement mutilés, et donc grosse émotion dans ces journées révolutionnaires. Avant qu'on se rende compte qu'en fait, il s'agissait de cadavres qui étaient entreposés à l'école de médecine et destinés à la dissection par les étudiants en médecine, et que donc ça n'avait strictement rien à voir
avec la Révolution roumaine. Donc, grosse sensation dans le public français, européen et français, mais comment donc? Des images pourtant irréfutables a priori, peuvent mentir et être autre chose que ce qu'elles prétendent être. Et puis, quelques années plus tard, si vous vous en souvenez, la guerre du Golfe. Guerre du Golfe marquée par les débuts vraiment de la montée en puissance de l'information continue, notamment avec la montée en puissance de CNN à l'époque, média mondial émergent. Et donc, pendant des jours et des jours, le public occidental exposé à ce spectacle d'envoyés spéciaux dans les capitales en cause, notamment à Bagdad, d'envoyés spéciaux en direct sur le toit de leurs hôtels, toute la journée en train de répéter voilà, nous sommes en direct, nous sommes à l'endroit où ça se passe, nous sommes à l'endroit de la guerre, et envoyés spéciaux qui ne voyaient rien, puisque de leur toit d'hôtel, on ne voyait strictement rien. Donc, deuxième impression très forte, après Timișoara, donc non seulement les images statiques peuvent mentir, mais même ce spectacle hypnotisant de l'information en direct peut être un spectacle totalement creux, et finalement, pour le public, trompeur. Et c'est dans ce contexte que se lance en 1994 en France une nouvelle chaîne publique, France la 5e, chaîne pédagogique, chaîne du savoir, chaîne de la connaissance. Et à cette époque-là, l'État se dit, sur cette chaîne du savoir, il doit y avoir absolument un espace réservé à la critique des médias, à la lecture critique des médias. Et c'est au cœur de la télévision et de la télévision publique que ce travail doit se faire, parce que c'est une mission de service public. Et c'est comme ça qu'a commencé, à l'époque, moi j'étais journaliste au Monde, et justement au Monde, je m'occupais des médias et de la critique des médias. C'est pourquoi la télévision publique m'a demandé de m'occuper de cette émission, de la créer. Cette émission qui a donc duré 13 ans. 13 ans dans lesquels on a inventé une critique de la télévision à la télévision. 13 ans évidemment turbulents, 13 ans compliqués, parce que les journalistes n'avaient pas l'habitude d'être critiqués par d'autres journalistes. Ils ont l'habitude d'être critiqués par le public, ça oui, depuis qu'il y a des journalistes, ils sont critiqués par le public, et le public pense qu'ils racontent n'importe quoi et qu'on les mène en bateau, ça c'est pas vieux, c'est pas nouveau. Mais être critiqué par des confrères sur une chaîne publique, voilà, l'habitude n'était pas créée, et donc il a fallu l'imposer, et ça a été 13 années compliquées, y compris parfois avec notre propre direction, avec la direction de France Télévisions, de la télévision publique française, puisque bien qu'étant sur la télévision publique française, il nous arrivait très régulièrement de critiquer aussi les journaux télévisés de la télévision publique française, qui n'étaient pas au-dessus de toute critique. Et donc le PDG de la télé publique voyait sans arrêt arriver dans son bureau le directeur de l'information ou le présentateur du journal de France 2, lui disant « mais il faut arrêter cette émission Arrêt sur image, c'est pas possible, ce sont des irresponsables, ils sont en train de scier la branche sur laquelle nous sommes tous assis ». Alors, pendant 13 ans, les présidents successifs de France Télévisions ont résisté à ces pressions, pénétrés sans doute de la nécessité de service public du travail de critique des médias, et puis en 2007, il s'est trouvé un président plus bête que les autres pour céder à la pression, et il a donc supprimé Arrêt sur image. Il s'appelait Patrick de Carolis, je le dis parce qu'il n'y a aucune raison que son nom tombe dans l'oubli. Alors, on est supprimé. Qu'est-ce qui se passe quand on est supprimé? Eh bien, immédiatement, de manière très surprenante, une pétition en ligne se crée pour soutenir Arrêt sur image et pour réclamer son rétablissement.
pétition en ligne qui, en quelques semaines, recueille près de 200 000 signatures, et même pour la France, 200 000 signatures, c'est beaucoup. Et c'est à la suite de cette pétition que, donc, en 2007, nous créons ce site indépendant, site d'information. Ce sont les débuts d'Internet comme média d'information. Les premiers médias web sont créés à peu près à cette époque-là en France. Et donc on crée un site indépendant, financé uniquement par ses abonnés, ne réclamant aucune subvention d'État et n'acceptant aucune publicité, donc totalement indépendant financièrement, qui continue son activité jusqu'à aujourd'hui. Alors voilà, ça c'est pour présenter brièvement qui je suis et qu'est-ce que c'est que cette activité bizarre de journaliste qui critique les journalistes. Et peut-être pour introduire la discussion avant que mon compagnon se présente, je voudrais dire un peu comment je vois l'évolution du paysage médiatique finalement entre 1995 et aujourd'hui. Puisque pendant ces quelques 20 ans, le paysage médiatique, à mon sens, a été totalement bouleversé et s'est totalement renversé. En 1995, et c'est valable pour la France, je pense que c'est aussi valable pour la plupart des pays occidentaux, en 1995, l'information est dans une économie de rareté. Les sources d'information sont peu nombreuses. Il y a dans chaque pays un certain nombre de chaînes d'information, alors de télé, de radio, certaines publiques, d'autres privées, ça varie en fonction des pays. Il y a un certain nombre de journaux, les journaux importants dans chaque pays se comptent, on va dire, sur les doigts de la main, mais on est dans une économie de rareté, c'est-à-dire que les sources par lesquelles le public peut s'informer sont peu nombreuses. Et donc, les problématiques dans lesquelles est l'information sont des problématiques de contrôle, c'est-à-dire ce qui permet de juger de la pertinence et de on va dire, du professionnalisme des informations, c'est de savoir dans quelle mesure l'information peut échapper au contrôle. Alors, au contrôle de l'État, s'agissant des médias publics, puisque c'est le problème que posent les médias publics, c'est qu'en général, leurs dirigeants sont désignés par l'État, donc ce qui pose le problème de la question de leur indépendance par rapport à l'État, et indépendance par rapport à l'argent, s'agissant des médias privés, puisqu'en général, les médias privés appartiennent à des groupes industriels ou à des hommes d'affaires très riches qui possèdent aussi d'autres activités, ce qui pose donc un problème de contrôle par l'argent, par le pouvoir économique, voire les deux d'ailleurs, s'agissant des médias publics qui sont sous le contrôle de l'État, mais financièrement dépendants de la publicité parce qu'ils ont de la publicité, donc dans lesquels se combinent les deux difficultés. Ça, c'est la problématique dans laquelle on est en 1995, et la plupart des articles qu'on fait, la plupart des émissions qu'on fait, sont pour essayer de savoir dans quelle mesure finalement une information libre peut échapper à ces deux contrôles. Quand je regarde aujourd'hui, vu de 2016, le paysage de cette époque, j'ai l'impression qu'on a changé de siècle et de millénaire. Alors, ce qui est vrai, on a vraiment changé de siècle et de millénaire, mais au sens propre, j'ai l'impression qu'on est vraiment à une autre époque. Puisque je dirais que le problème qui a émergé au fil de ces 20 ans, au contraire de la rareté, c'est un problème de profusion. C'est-à-dire c'est un problème de profusion des sources. Puisque Internet d'abord, puis l'Internet 2.0 et les réseaux sociaux ont multiplié les sources d'information possibles, ont multiplié les sources de transmission. Aujourd'hui, n'importe qui sur les réseaux sociaux peut propager n'importe quelle information. Et donc, on est passé, pour les journalistes, d'une nécessité de résister au contrôle à une nécessité de gérer la profusion. Comment on gère cette profusion? Comment nous, journalistes professionnels, on va aider le public à se repérer dans l'abondance du n'importe quoi, des forums et des réseaux sociaux. Et donc, notre métier à nous, tout en restant à la base le même métier, c'est-à-dire un métier de recueil d'informations et de transmission d'informations,
tout en restant à la base le même métier. Notre métier a totalement changé ce que devait être son angle de tir ou son champ de vision nécessaire, qui a basculé de 180 degrés. Et qui a basculé de 180 degrés, mais pour autant, le plus intéressant dans la situation actuelle, je dirais, c'est que un travail n'a pas succédé à l'autre. C'est-à-dire ce travail de gestion de la profusion n'a pas succédé au travail de résistance aux tentatives de contrôle. Mais il s'y est surajouté. C'est-à-dire qu'en même temps que se développaient les réseaux sociaux et Internet et cette profusion de n'importe quoi, la vieille presse, c'est-à-dire la presse du XXe siècle, la presse traditionnelle, la presse mainstream, la presse contrôlée par le pouvoir économique, cette vieille presse n'a pas disparu. Elle est encore là. Et non seulement elle est encore là, je parle de la France, là je vous parle plutôt du système d'information français, non seulement elle est encore là, mais la mainmise du pouvoir économique sur cette presse est encore renforcée. Il n'y a plus un groupe de presse aujourd'hui, et je parle des principaux journaux et des principaux médias audiovisuels, il n'y a plus un groupe de presse qui échappe à la mainmise d'un groupe économique qui soit du bâtiment, de l'armement, du numérique, des nouveaux médias, du luxe. Voilà, je n'ai pas besoin de vous nommer les grands groupes industriels qui aujourd'hui en France contrôlent l'information, mais qui sont dans un nombre réduit. Et on se trouve aujourd'hui, quand on regarde le paysage de qui informe aujourd'hui en France, on se trouve totalement dans un système à deux étages, c'est-à-dire l'ancien étage des médias mainstream et le nouvel étage, celui de la profusion. Deux étages qui coexistent, qui d'une certaine manière se sont, je dirais, fossilisés chacun autour de son public, puisque je pense qu'on peut dire qu'il y a pour l'information deux publics, le public des anciens médias et le public des nouveaux médias, qui finalement se mélangent très peu. Soit je m'informe par les anciens médias, soit je m'informe par les nouveaux médias, mais très rares sont les citoyens qui arrivent à faire des allers-retours entre les deux. En revanche, entre ces deux catégories de médias, là, les interactions sont nombreuses, puisque la plupart des anciens médias ont créé des médias en ligne, sont présents sur les réseaux sociaux. Donc là, effectivement, les choses ont commencé à bouger. Donc, c'est cette complexité-là qu'on essaye d'analyser tous les jours sur notre site d'arrêt sur image, avec notre petite équipe d'une dizaine de personnes, dont 6 journalistes, c'est-à-dire vraiment une toute petite équipe. Et voilà dans quelles conditions on fait ce travail en France. Voilà, j'espère vous avoir donné l'envie de poser de nombreuses questions dans la discussion qui va suivre, et je vous demande pardon d'avoir déjà été trop long. Merci Daniel, ja Anvar, annan sulle sõna tulemuseks. Jah, tere, et ma üritan asuda oma kolleegiga siin pigem dialoogi, mitte pidada sellist oma eriala detailidele keskenduvat ettekannet, et kui meediakriitikast alustada, siis muidugi teeb rõõmu, et on siiski riike, kus on võimalik kasutada lausa majanduslikult jätkusuutlikke üksnes meediakriitikale pühendatud väljaandeid, kellel on, ma saan aru, 25 000 tellijat ja enam. Eestis sellegi poolest, et meil sellist väljaannet ei ole, et meediakriitika ajakirjanike enda seas on tegelikult väga elus. Tõsi küll, selleks ei ole nii avalikku kohta võib-olla, kõige avalikum osa sellest tõenäoliselt ilmub Facebookis, Twitteris. Ajakirjanike kontod on reeglina avalikud, ajakirjanikud on seal aktiivsed postitajad ja reeglina nad, kui nad midagi postitavad, siis nad ütleme, enamasti küll räägivad sellest samast meediast ja enamasti nad võtavad sõna oma kolleegide töö või siis teiste kanalite töö suhtes. Aga kui tulla nüüd sellesse ajalisse võrdlusse, siis tõesti olen nõus, et väga palju on muutunud võrdlus 1990. aastate algusega. Ise olen ajakirjanikuna töötanud 1988. aastast ja kui ma mõtlen näiteks 1991. aasta augusti peale, millal toimus Eesti iseseisvuse taastamine, siis mina olin Äripäeva ajakirjanik. Äripäev ilmus kord nädalas paberil
ma olin küll Tallinnas kõikide nende pöördeliste päevade jooksul 19.–21. augustini, aga mul ei olnud midagi teha, sellepärast et leht ilmus alles järgmisel nädalal. Ma lihtsalt jälgisin huviga seda, mis toimus, mida kolleegid tegid, käisin küll igal pool kohal, aga kui täna minna ja vaadata kuskil arhiividesse, et kas ma tollasest tööst on midagi alles, siis sealt ei leia absoluutselt mitte midagi, et täna oleks olnud see olukord hoopis teistsugune. Nüüd huvitav küsimus on see, et kas selle informatsiooni plahvatuse nii-öelda tulemusel inimesed täna saavad, lugejad, kuulajad, vaatajad saavad siis palju rohkem või palju kvaliteetsemat infot võrreldes 1991. aastaga. Et kogus on muidugi, ma ei oska öelda, väga palju kasvanud, aga selle informatsiooni kvaliteet võib-olla mitte niivõrd, kuigi kindlasti eriti Eesti puhul, kust ajakirjandust alustati sisuliselt uuesti nullist ja tuldi sealt nõukogudeaegsete standardite juurest pigem sellise lääneliku või ameerikaliku standardi juurde, on ta ka kasvanud, aga see kvaliteedi muutus toimus tegelikult 90. alguses väga kiiresti. Tänase seisuga ma arvan, et need väljakutsed, mis ajakirjanike ja meedia ees seisavad nii Eestis kui ka mujal demokraatlikes riikides, need on tegelikult väga sarnased. Kui kolleegidega siin suhelda, riigid on erinevad, ühiskonnad on erinevad, kultuurid on erinevad, aga põhimõtteliselt võiks siis öelda, et ärimudeli muutus, sotsiaalmeedia tulek ja tehnoloogia areng, mis on kõik omavahel veel seotud ja kattuvad, et need on tekitanud tegelikult kõikide maade ajakirjandustes umbes sarnaseid küsimusi, millele vastuseid enamasti või valdavalt või peaaegu ainult otsitaksegi mingite konkreetsete lahendusteni, et kuidas teha paremat ajakirjandust olukorras, kus stabiilsust ei ole nii palju nagu näiteks 20 aastat tagasi, et vastuseid tegelikult on Eestis kui mujal maailmas nagu väga vähe. Et selles mõttes võiks isegi öelda, et Eesti kuulub tegelikult vaata, et selliste õnnelikumate ajakirjanduslike turgude hulka, vabandan sellise kommertsiaalse lähenemise pärast, aga nii see on, et ta on pigem Põhjamaale sarnane, et Soomele või Rootsile sarnane või Norrale sarnane, kui võrrelda kas meil Ameerika Ühendriikidega, siis meil on võib-olla paremini läinud, kuna inimeste ootused ajakirjandusele on, kuidas seda öelda, et on nagu nõudlik publik ja siis saab teha ka nõudlikku ajakirjandust. See on väga oluline tegelikult. Ja kui me räägime Eesti meediaturust kui sellisest, siis vaatamata selle väiksusele meil on olemas nii korralik konkurents erinevate erameedia kanalite või platvormide vahel, erinevate erameediagruppide vahel. Ilma selleta oleks kindlasti väga keeruline, nagu me siin mõne naaberriigi näitest näeme. Ja teiseks on meil olemas ka tegelikult täiesti korralik avalik-õiguslik meedia, mille sõltumatuses tegelikult vist ei ole kellelgi kahtlust. Mis ei tähenda seda muidugi, et ajakirjanikel ei tule siin aeg-ajalt seda sõltumatust nagu tõestada või selle eest nagu väljas olla. Ise nüüd olen tegelikult suurem osa oma karjäärist töötanud erameedias. Uudisteagent on muidugi suhteliselt spetsiifiline, aga mõned aastad ajalehes, ütleme siis ajalehel põhinevas meediagrupis ja praegu avalik-õiguslikus meedias oma uudistoimetusega hommikust koosolekut alustades ma ikkagi korra või 2 nädalas ütlen, et vaadake, et on suur privileeg töötada väljaandes, kus ei pea iga hetk mõtlema selle peale, et kui mitu lugejat antud ühikut igal hetkel lugema tuleb ja sellest ainult kõikide toimetuslike otsuste tegemisel nagu lähtuma. Ma ei ütle seda naljana, see ongi väga tõsine privileeg. See on ka see roll, milleks ma arvan avalik-õiguslik meedia tegelikult eelkõige nagu olemas on. Imelik oleks nagu mitte probleemide üles lugemisest alustada, aga et võib-olla dialoogi huvides ma teen siit otsa lahti, et
kui ma peaksin ütlema, et mis on kõige suurem oht inimeste informeeritusele, ajakirjandusele ja informatsiooni sellisele vabale ja ühtlasele liikumisele Eestis, siis ma ei oskagi otsustada, et kas ma peaksin nimetama tegelikult sotsiaalmeediat ja selle sotsiaalmeedia nii-öelda põhjal tekkinud väärtuste kinnistumist tavalises meedias või siis tegelikult peaks ütlema, et ajakirjanikke, nii naljakas kui seda ei ole, et kõikide nende kanalite rohkust arvestades jääb nagu järjest vähemaks, aga see seltskond, kes tegeleb kommunikatsiooniga, suhtekorraldusega, kõikvõimalike nii-öelda ametlike või kommertsiaalsete sõnumite edastamisega, et see tegelikult kogu aeg jätkuvalt kasvab. Et siin 20 aastat tagasi tegi üks kolleeg nalja ja luges kokku, mitu pressiesindajat on tollases politseiametis. Ta sai tulemuseks, kui ma ei eksi, siis 26, see oli 20 aastat tagasi, 1996. aastal. Täna ausalt öeldes ma ei tea, kui selle katset tegema hakata, et ma saaksin kindlasti mitmekordse numbri, kui lihtsalt tundub täiesti uskumatu, aga nii ta nagu on ja kindlasti näitab see ühiskonna selliseid prioriteete, et kui ajakirjanikke on üks ja kõikvõimalikke infosuunajaid on 10, et siis ajakirjanikul mitte elu ei lähe lihtsamaks, vaid tegelikult tema vastutus ja tegelikult mingi selline koormus nagu pigem kasvavad. Et see on võib-olla üks asi, mis on oluline tänast Eesti sellist ajakirjandusmaastikku vaadates nagu ära näita. Aitäh. Je veux retourner à Daniel. Donc, un peu lié à les questions posées présentées par Anvar. C'est aussi la question qui arrive, c'est quand on a moins de journalistes, on a moins de temps, moins de ressources pour contrôler les faits. Et donc c'était très intéressant que hier j'ai lu sur le Twitter du président d'Estonie, Ilves, qui citait Spiegel Online, qui dit qu'on est dans une période de post-fait ou après-fait, qu'on a beaucoup de faits, on a beaucoup d'informations, mais on ne contrôle pas. Donc je pense que c'est notre défi qui est très proche, quand on a moins de journalistes, on a plus de personnes qui distribuent des nouvelles. Donc j'aimerais vos commentaires sur ça. Merci. Moi je suis frappé de venir ici en Estonie, c'est-à-dire par rapport à la France, vraiment à l'autre bout de l'Europe, et d'y entendre l'écho des problématiques qui nous agitent en France tous les jours, mais l'écho exactement similaire de toutes les problématiques qui nous agitent en France. Évidemment, voilà, il y a de moins en moins de journalistes, il y a de moins en moins de journaux, les journaux licencient, des journaux sont supprimés, le nombre de journaux qui sont supprimés, je dirais presque chaque semaine aux États-Unis, est absolument terrifiant, et évidemment c'est un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il y a 10 ou 15 ans est arrivé avec Internet dans tous les pays occidentaux la concurrence de l'information gratuite. Alors pas seulement avec Internet d'ailleurs, l'information gratuite était arrivée plusieurs années avant avec l'information papier gratuite qui est arrivée en France, on va dire dans les années 90, sauf erreur, et en Europe dans les années 90. Donc d'abord est arrivée cette concurrence de l'information papier gratuite. Ensuite, 10 ans plus tard, deuxième lame, arrive la concurrence de l'information numérique gratuite et évidemment la part de marché de l'information payante, la part de marché des journaux qui emploient des journalistes pour faire des enquêtes de qualité, des enquêtes longues, des enquêtes qui demandent beaucoup de temps, cette part de marché a immédiatement baissé. Bon, réaction immédiate des propriétaires de médias qui bien souvent, je vous le disais, ne sont pas des gens de presse, ne sont pas des industriels de la presse, n'ont pas dans leur gène, j'allais dire dans leur ADN, ce que doit être une information de qualité. Réaction immédiate de ces industriels qui possèdent des médias, et bien si c'est comme ça, puisque nos journaux se vendent moins, puisque nos émissions sont moins regardées, donc puisque nos recettes baissent, puisque nos recettes publicitaires baissent, qu'est-ce qu'on va faire? Comme il faut qu'on soit à l'équilibre, on va licencier des journalistes. Et je dois dire que c'est
C'est en France, par exemple, on prend l'exemple de la France, c'est en France le réflexe le plus courant d'un certain nombre de dirigeants de médias, le plus typique dans ce réflexe-là étant l'industriel Patrick Drahi, qui est un industriel des télécoms, et qui a successivement pris le contrôle de la chaîne d'information continue BFM, de l'hebdomadaire L'Express, d'un certain nombre d'autres magazines et du quotidien Libération, quotidien qui était un quotidien de gauche, libertaire, issu du mouvement de mai 68. Réflexe de Drahi, dès qu'il est arrivé à la tête de ces journaux, on licencie autant que possible un journaliste sur deux. Et j'ai une histoire assez drôle qui m'a touché directement, puisque outre m'occuper du site d'arrêt sur image, il se trouve que j'écris chaque semaine, chaque lundi, une chronique dans Libération, donc dans ce journal. Je fais aussi de la critique média dans Libération, et chaque semaine. Et quand Drahi est arrivé, la direction de Libération, dans les semaines qui suivent, m'a appelé et m'a dit « Écoute, on est très très embêtés, mais on va devoir passer ta chronique en chronique bimensuelle, c'est-à-dire en supprimer une sur deux. Tu n'écriras plus chaque semaine, tu écriras toutes les 2 semaines. » J'ai dit, ça me paraît quand même bizarre. Il faut savoir que Drahi est une des principales fortunes françaises. Je crois qu'il est la 8e ou la 9e fortune française. Donc il dirige un groupe de communication puissant, un groupe qui a beaucoup d'argent. Et pour lui, le prix auquel il a racheté Libération, c'est-à-dire 14 millions d'euros, était un prix totalement négligeable par rapport au montant de sa fortune qui se monte, je crois, à 1000 fois plus, c'est-à-dire à une dizaine de milliards d'euros. Et donc on me dit, voilà, il va falloir supprimer une chronique sur 2. J'ai dit, ben non, c'est un peu absurde une chronique hebdomadaire, c'est un rendez-vous, les lecteurs y sont habitués, ils le cherchent dans le journal chaque lundi. C'est le principe d'une chronique d'ailleurs, c'est le principe du rendez-vous avec un chroniqueur, c'est qu'il a installé un rendez-vous avec ses lecteurs. Et la direction de Libération était très très embêtée, elle se rendait bien compte que c'était vraiment un truc idiot de passer. Et la rédaction de Libération était encore plus embêtée parce qu'ils voyaient bien que cette chronique était très suivie par les lecteurs, que sur le site de Libération, c'était un des articles chaque semaine les plus consultés. Bref, heureusement, la réaction, je dirais, d'intelligence collective de la rédaction de l'IB et de la direction de l'IB a fait que, je n'ai pas très bien compris comment ils ont fait, mais j'imagine qu'ils ont fait le dos rond, puisque très souvent d'ailleurs, quand un nouveau patron arrive dans une boîte et qu'il commence à donner des consignes stupides, la réaction la plus efficace, c'est pas de monter sur la barricade, mais c'est de faire comme si on n'avait rien entendu, de faire le dos rond, et au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, le nouveau patron est passé à autre chose, il s'occupe d'une nouvelle acquisition, il a acheté un nouveau journal, il a acheté une nouvelle télé, et donc on peut je donne un truc là, hein, à tous mes confrères, on peut continuer à travailler tranquillement. Donc c'est ce qui s'est passé à Libération, et heureusement ma chronique est restée hebdomadaire. Mais cet exemple absolument idiot que je vous donne montre bien à quel point des logiques économiques idiotes se sont appliquées à la presse par ces groupes, par ces puissants groupes économiques. Et effectivement, quand on se trouve face à une nouvelle concurrence d'information, que le premier réflexe du patronat soit de dire, puisque c'est comme ça, puisqu'on a de nouveaux concurrents, eh ben on va être moins bon. On a une super idée, on va être moins bon. On va moins enquêter, on va produire des papiers de moins bonne qualité, et comme ça, certainement que les ventes vont remonter et que les lecteurs vont recommencer à nous acheter. Eh ben, c'est exactement, vous avez raison, la situation idiote, et on dit en français le cercle vicieux, dans lequel se trouvent en effet beaucoup de médias français et de médias dans le monde d'ailleurs. Jah, et küsimus sellest, et kuidas eristada fakte ja mittefakte, kuidas eristada signaali mürast, et see on järjest olulisem. Aga siin ma alustaks pisut kaugemalt, et nüüd küll võib-olla praegu mõnevõrra vähem ja järgmisel aastal loodetavasti veel vähem, aga meil siin vahepeal ikkagi pikki aastaid käibis selline, kuidas siis öelda,
tavateadmine, et internet iseenesest on midagi sellist, mis toimib positiivselt. Et kas siis meil on küsimus demokraatia levitamises, õigusriigi loomises, kuskil, kus seda varem ei olnud, või siis ajakirjanduse kvaliteedi paranemisel, et lisame nii-öelda segusse interneti ja asjad paranevad iseeneslikult, et nagu internetil oleks või sellel tehnoloogial oleks nagu mingi iseseisev tahe, mingi oma agenda, et see muidugi on erakordselt, kui mõtlete selle peale, see on erakordselt rumal arvamus. Ja nii see loomulikult ei ole, ei ajakirjanduse, ei demokraatia ega muude asjade ega ka äri puhul, et lihtsalt viletsale ärile internetiplatvormi lisamine ei tee seda äri kuidagi paremaks. Samamoodi internetiühenduse andmine miljonitele inimestele ei muuda neid kuidagi ajakirjanikeks või ei too ajakirjanduse suurt kvaliteeti. Aga see tasub nagu rõhutamist sellepärast, et endiselt nagu arvatakse, et kui inimesel on internetiühendus või telefon või arvuti, et siis ta suudab ise teha neid valikuid, mida aastakümneid on teinud väga pika kogemusega toimetajad. Lihtsalt nüüd see sama inimene, kellel on see internetiühendus või telefon või arvuti, on pandud samasse positsiooni või isegi veel keerulisemasse positsiooni, kus alles 25 aastat tagasi oli mõne juhtiva ajalehe peatoimetaja, kellel oli ka suur hulk informatsiooni ees ja ta pidi tegema mingi valiku sellest, mis on oluline, mis ei ole oluline, millised, kas mingid kaks asja omavahel suhestuvad või mitte, näha mingid mustreid ja seosed, et see on kõik kindlasti väga keeruline. Ja selles mõttes nagu väga oluline kahtlemata jätkuvalt on ja üha olulisem on selline asi nagu toimetaja roll, ajakirjaniku ja toimetaja roll, et seda ei saa öelda, et see oleks kuidagi see töö oleks lihtsamaks läinud. Vastupidi, et see tähtsus selle valiku tegija või nagu kunagi 20 aastat tagasi või 25 aastat tagasi öeldi selle väravavahi positsioon on järjest olulisemaks ja olulisemaks muutunud. Aitäh, Alvar, et ma jätkaks selle tee peale, et me oleme näinud, et Eestis on selline arvamuskirjandus on rohkem ja rohkem tulnud. Kas see on sellepärast, et proovitakse nüüd need Facebooki ja Twitteri neid kirjutajad kas tagasi tuua sellise nagu traditsioonilisse meediasse või mis roll, kas siin proovitakse nagu balansseerida neid kahte traditsioonilise ja siis sotsiaalmeedia vahel? No siin on mitu nagu aspekti, et esiteks mingil hetkel, kui Eestis kõik väljaanded lubasid anonüümseid kommentaare, siis päris mitmed kirjutajad tegelikult loobusid oma kirjutiste avaldamisest, kuna ei soovinud olla selliseks avalikuks märklavaks, mille pihta siis igaüks võis öelda sama avalikult ja samas kohas, mida ta iganes nagu soovis, et tänaseks on see olukord mõnevõrra muutunud, aga kui inimestel see nagu teadmine või harjumus kadus, et on kohti, kus ennast avaldada, siis seda tagasi tuua on väga keeruline, samuti nagu on keeruline nagu inimestel luua uuesti harjumust ajakirjandusliku sisu eest maksta. Et mõningad aastad tagasi kõik tellisid ajalehti, maksid selle sisu eest. Tänaseks tundub, et piisab sellest internetiteenuse pakkuja arve maksmisest, telekomi arve maksmisest ja sellega peaks nagu kaasnema õigus ajakirjanduslikule sisule. Kui te mõtlete selle peale, siis tegelikult muidugi see nii ei ole. Aga teine aspekt selle arvamus ajakirjanduse vohamise juures, et millega ma olen nõus, on tegelikult selles, et sotsiaalmeedia on toonud kaasa selliste arvamusvormide plahvatuslikku nagu kasvu, et Facebook põhimõtteliselt ju nimetab neid teateid, mis meile sinna voogu tekivad küll uudisteks, mis on eriti veider, meil uudistega mitte mingit pistmist, et sellega tegelikult luuakse inimestes väärkujutelma selle kohta, mis uudised on, aga oma olemuselt on sellised arvamuslikud minavormis lühivormid, eks. Et see on kindlasti nagu triivinud selliste vormide kasutamine ka ajakirjanduse suunas ja lõpuks toimetajana võin öelda, et kui võrrelda kahte ajakirjanduslikku formaati, millest üks on selline uuriv, süvitsi minev, faktidel põhinev ja paljude ajakirjanike tööd sisaldav lugu ja teiselt poolt on siis arvamuslugu, siis te võite ise arvata, et kumba on nagu lihtsam ja odavam nagu teha, et see arvamuslugu on kindlasti lihtsam hankida, ta saab kiiremini valmis, tema peale kulub vähem ressurssi ja raha, et sellisena ta on väga selline nagu mingis mõttes nagu kiirtoidu moodi, eks. Aitäh, Juuli, kui teisuse? Alors, Internet.
est-ce que Internet c'est bien ou c'est pas bien? D'une certaine façon, je partage l'analyse de mon co-débatteur. Quand Arrêt sur image a été viré des médias traditionnels et s'est retrouvé sur Internet, j'ai cru qu'Internet représentait l'avenir du journalisme. J'ai cru qu'avec l'arrivée d'Internet, enfin, allait s'ouvrir l'époque d'un journalisme libre, indépendant, pluraliste, dans lequel chacun, en effet, pourrait être enquêteur ou exprimer son opinion. Pendant plusieurs années, j'ai été un dogmatique d'Internet, un dogmatique, un croyant d'Internet, un dogmatique absolu d'Internet, peut-être pour la raison toute bête et personnelle que quand on a été viré de la télé, Internet nous a sauvés. Donc j'étais peut-être juste reconnaissant à Internet de nous avoir sauvés. Et en effet, pendant plusieurs années d'ailleurs, ça a fonctionné comme ça. C'est-à-dire le site d'Arrêt sur image a vraiment trouvé dans ses forums, dans sa relation avec ses internautes, le carburant, l'énergie qui lui ont permis de fonctionner et qui, ça nous alimentait en critiques, ça nous alimentait en idées, ça nous alimentait en suggestions, ça nous alimentait en réactions. Il y avait vraiment là-dedans une énergie incroyable. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en effet, j'ai l'impression, et ça vaut pour le forum d'Arrêt sur image, et ça vaut aussi évidemment pour l'univers des réseaux sociaux en général, j'ai l'impression, comment dire, que des mauvais démons sont entrés dans la place. Et que dans ce fantastique espace de liberté, se sont glissés la délation, la querelle vaine, la calomnie, le ricanement mécanique, tout ce qui effectivement démentait les promesses du début. Alors voilà, on fait ce constat et en même temps, Internet est là. Internet est là et restera là. Internet est là, comme le train est là, comme l'avion est là, comme l'électricité est là. C'est une formidable, grande découverte qui, de toute façon, avec laquelle, de toute façon, il faudra vivre. Donc, et je dirais que je reste viscéralement attaché à la liberté la plus grande possible, je ne dis pas totale, mais la plus importante possible sur Internet. Je veux dire, c'est pas parce que, effectivement, dans les 15 ou 20 premières années de l'émergence d'Internet comme média de masse, ça tâtonne, il y a des embûches, c'est compliqué, c'est pas pour cette raison-là qu'il faut renoncer à la potentialité extraordinaire et à la promesse démocratique d'Internet. La promesse démocratique qui est de permettre effectivement aux citoyens de participer au débat public. Alors qu'est-ce qu'il faudra inventer? Qu'est-ce que nous, les journalistes, on devra inventer? Sans doute en coopération avec les législateurs nationaux et avec les législateurs supranationaux, puisque Internet c'est quand même un truc assez supranational, il faut le dire. Donc qu'est-ce qu'on devra inventer? On devra inventer un mode de gestion d'Internet, un mode de gestion économique, un mode de gestion sur le plan du fond. Et effectivement, je ne dis pas que ça va être simple, je ne dis pas que ça va être... je dis pas qu'on va y arriver demain, mais je pense qu'on est condamné à cette invention, comme d'une certaine manière, les progrès. Alors je parlais du train ou de l'avion, mais dans d'autres domaines, les progrès en matière de biologie ou de recherche médicale nous amènent à affiner nos réflexions éthiques, à créer des comités d'éthique, et à essayer de faire en sorte que la réflexion éthique puisse galoper aussi vite que les découvertes proprement scientifiques. Avec Internet, il se passe exactement la même chose. Il faut que le mode de régulation, je dirais, économico-éthique, arrive à rattraper le rythme échevelé
l'innovation technologique. Et en même temps, c'est drôle parce qu'en VAR, je t'écoutais avoir ce discours assez négatif sur Internet et sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, ce qui montre bien la complexité de l'interaction, c'est l'histoire que tu me racontais à midi, et c'est l'histoire de ton site aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un des papiers les plus forts que tu as publié sur ton site aujourd'hui, c'est cette histoire de journalistes estoniens qui ont reçu une lettre du ministère de la Défense leur assignant des places en cas de guerre, c'est-à-dire disant à un certain nombre de journalistes estoniens, voilà, en cas de guerre, quelle devrait être votre place. Donc, ce qui, effectivement, a fait assez sensation parmi les journalistes qui ont reçu ces courriers. C'est une belle histoire journalistique, c'est super intéressant. Mais cette histoire, comment elle est arrivée à ton site? Elle y est arrivée par les réseaux sociaux. Puisque les journalistes qui étaient destinataires de ces lettres les ont postés sur les réseaux sociaux. Donc là, on voit bien comment les réseaux sociaux ont nourri ton média, et peut-être d'ailleurs ce soir, le journal télévisé estonien qui en parlera. Iseenesest see väga hea küsimus, ma praegu mõtlema, et kas meil oleks täna see uudis, millest siin räägiti, olemas olnud ka ilma sotsiaalmeediata, aga ma arvan, et oleks olnud, sellepärast et väga kummaline küll, aga need inimesed, kelle nii-öelda sotsiaalmeedias vahendatud informatsioonile, näiteks ERR-i uudistetoimetus selle sõjaväe või armee või kaitseväe teadete loo kirjutamisel tugines allikatena, nad on kõik tegelikult minu tuttavad, ma tean neid kõiki, ma olen temaga koos koolis käinud ja koos töötanud ja ma arvan, et ilma internetita oleks võib-olla see lihtsalt mõned päevad rohkem aega võtnud, aga lõpuks ma oleks ikkagi kuulnud nende käest, et väga veidrad, et kas sa oled ka saanud teate, mis ütleb sulle, millises ametis sa sõja puhkemisel nagu täpselt oled. Alors, ça c'est très intéressant, parce que s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, c'est-à-dire si cette information n'avait pas immédiatement été publique, mais si elle t'était arrivée par des copains journalistes qui étaient venus te voir et que j'ai reçu cette lettre, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Qu'est-ce qu'aurait fait une rédaction, une équipe de journalistes? Est-ce que tu aurais publié tout de suite, ou est-ce que tu aurais attendu d'appeler le ministère de la Défense, d'avoir la réaction du ministère de la Défense pour publier l'information? C'est-à-dire... Alors, c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans les deux systèmes d'information. S'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, sans doute, je ne sais pas, sans doute que tu n'aurais pas publié tout de suite. Tu aurais appelé le ministère de la Défense, le ministère de la Défense t'aurait dit on ne fait pas de commentaires, tu aurais insisté, tu les aurais rappelés 2 jours, 3 jours, et tu aurais attendu 3 jours pour publier l'information, peut-être. Donc, on aurait eu sans doute une information plus complète, avec la réponse, ou la non-réponse d'ailleurs, du ministère de la Défense, mais on aurait eu l'information plus tard. Et peut-être qu'on n'aurait pas du tout eu l'information dans un autre système. Peut-être, je sais pas, en Estonie, je pense qu'en Estonie ça se passe très bien, mais dans un autre système, peut-être que le ministère de la Défense aurait appelé ton patron, le patron de la télévision, lui aurait dit « Écoute, je suis embêté avec cette histoire de fuite, c'est très embêtant pour la défense nationale, ça met en cause des secrets de la défense nationale, il vaudrait mieux ne pas la publier. » Donc peut-être que dans un système fermé, cette information n'aurait jamais été publiée. Et c'est aussi la taille de l'Estonie qui joue un rôle ici. Peut-être en France, ça aurait pris moins que cette information arrive. Alors, moi, je vais vous dire franchement, parce que avant Internet, je veux dire, ce qui se serait passé, c'est que effectivement, les grands médias auraient attendu d'avoir la réaction du ministère de la Défense, ils ne l'auraient jamais eu, donc l'information ne serait pas sortie avant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ou elle serait sortie par hasard 1 mois plus tard, parce que quelqu'un au ministère de la Défense, ou un rival du ministre, ou je ne sais qui, aurait eu intérêt à la faire sortir. Donc je pense qu'elle serait sortie de toute façon, mais dans des conditions très différentes. Jah, ma saan sellest arutelust väga hästi aru, kuid ma pean nüüd muidugi vastu vaidlema selles mõttes, et tegelikult kui me hommikul kella umbes 10 aeg selle uudise avaldasime, siis meil oli juba tegelikult seal Kaitsejõudude peastaabi kommentaar ja kindlasti ilma selle et sellest kommentaarist ei oleks olenenud selle avaldamine, lihtsalt me pidasime korrektseks, et me küsime üle lugejate eelkõige huvides, et mitmele inimesele see teavitus saadeti ja kuidas need inimesed valiti
ja kas on mingi põhjus, miks just nüüd see teavitus välja läks. Ühelegi neist küsimustest me tegelikult vastust ei saanud, et mida võis ka sealt uudisest nagu lugeda, aga kindlasti on võimalik leida olukordi, kus kas minu või mõne teise toimetaja kontaktide ring ei oleks andnud nii kiiret vahetut tulemust võrreldes näiteks sotsiaalmeediaga, et neid juhtumeid kindlasti on ja selles mõttes sotsiaalmeedia on ajakirjanike tööriist. Aga mingis mõttes ajakirjaniku töö on ikka sama, et mina olen väga palju ajakirjanikke juhtinud, väga palju ajakirjanikke tööle võtnud ja mõned ka töölt lahti lasknud. Ja eelkõige ma olen lahti lasknud neid ajakirjanikke, kes ei viitsi allikatega suhelda. Ja allikatega suhtlemise puhul see nii-öelda trepp või astmestik on väga lihtne. Kõige parem on käia inimestega näost näkku kohtumas, rääkida nendega. Paremuselt teine on telefonidel rääkimine. Pärast seda tegelikult tuleb e-mail ja muud sellised kirjalikud vahendatud vahendid ja siis kõige lõpus on kuskil sotsiaalmeedia. Et tegelikult ma arvan, et ma olen oma kolleegideni praeguste kui endiste seas hästi tuntud mõningate fraaside poolest. Üks neist näiteks on see, et ma kuulen oma kolleegi toimetajate reporterid toimetuses ütlevad lauset, et saada mulle siis vastused e-mailiga, siis ma hakkan karjuma, et ei saada vastuseid e-mailiga. Aga see on kõik tingitud sellest, et me peaksime nagu vältima sellist, kuidas öelda siis, liigset allikate kontrolli selle ajakirjandusliku sisu üle, mille eest me vastutame, mida me avaldame ja see selline tehniline vahendatus, kirjalik vorm, et see kõik võimaldab seda suuremat kontrolli nagu saavutada. Mis puutub sellesse, et kui kaua oleks sellise asja avaldamine võtnud aega ilma internetita, siis kindlasti ta oleks rohkem aega võtnud, kuna juba puhtalt see ajalehe tsükkel on teistsugune. Ma vaevalt, et ta Eesti tingimustes oleks jäänud ka nagu mitmeks päevaks loksuma, sellepärast et konkurents Eestis on kogu aeg, nii palju mina mäletan, olnud erakordselt terav. Et sellist mõtet, et jätaks mingi asja seisma, et midagi ei juhtu, et seda tegelikult ei ole. Praegu töötades näiteks Rahvusringhäälingu uudistetoimetuses, meil on seal ka raadio ja televisioon, et siis meil on kogu aeg need valikud, et kas mingisugust videolõiku saab jätta näiteks õhtusesse kella 9 uudiste saatesse või peaks äkki panema selle nagu veebi välja kohe, kui see olemas on. Järjest rohkem me teeme neid valikuid, kus me paneme selle veebi kohe välja ja Aktuaalne Kaamera õhtune uudistesaade siis peab leidma lihtsalt mingi lisaväärtuse, millega oma olemusele õigustada. Aga see konkurents on lihtsalt selline, et meil ei ole võimalik oodata, et kuni kell saab 9 mingi asjaga. Ja iseenesest see on nagu ainult lugejate auditooriumi huvides, aga siin ei ole ka internetiga toimub mingit sellist hirmsat murrangut, et lihtsalt see tehnoloogiline platvorm on muutunud, aga me poleks oodanud ka tõenäoliselt 1995. aastal, et see lihtsalt ei olnud tollal ka võimalik juba. Aitäh, ja mina tahaks lihtsalt lisada, ma olen kuidagi kahe nagu poole vahel, sest minu töös on oluline, et oleks infot ja info jõuaks kohale ja tihti Twitterist jõuab see info varem kohale, et kui hakata mitu ajalehe saiti uurima, aga samas on ju, ma pean võib-olla isegi minema neid fakte kontrollima, sest et ma ei tea, kas need faktid, mis on sinna Twitterisse visatud, on korrektsed või mitte. Aga maintenant je change en français, on va continuer avec Daniel. Quand on a discuté aujourd'hui, vous avez dit que même avec toute cette information et tout ce qui se passe dans les médias, on est dans une période de transition. Et donc j'aimerais que vous expliquiez un peu qu'est-ce que vous pensez, où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va arriver, parce que maintenant je trouve que j'ai vraiment beaucoup d'informations et des fois c'est trop. Donc où est-ce que tu vois qu'on va arriver? Donc tu me demandes de faire le devin. C'est ça. Le prophète. Oui. Je suis un très mauvais prophète. Très mauvais prophète parce que comme je le disais tout à l'heure, quand Internet est arrivé, j'ai eu la conviction que Internet allait vraiment démolir les médias traditionnels en quelques années et prendre leur place. Tellement Internet était un outil de production d'informations plus efficace. Bon, je me suis trompé puisque les anciens médias, les vieux médias sont encore là. J'ai envie de dire une chose. Mais c'est plus une réponse de tempérament qu'une réponse véritablement fondée sur une analyse. Par tempérament, je suis plutôt un optimiste. Donc, par tempérament, mais j'aurais du mal à argumenter ça parce que c'est vraiment des questions de tempérament. Par tempérament, je pense que, en gros, l'intelligence humaine
va survivre à tous les instruments qui sont inventés pour la rabaisser. C'est-à-dire il faut se souvenir que dans l'histoire des médias, a toujours été marquée par un discours apocalyptique quand est apparu un nouveau média. Au XIXe siècle, quand apparaît la presse populaire, la presse à 1 sou, la presse que tout le monde ou presque peut acheter, profitant des progrès de l'alphabétisation, ce ne sont que des lamentations en France sur le thème « Qu'est-ce que c'est que cette presse stupide qui va abêtir nos lecteurs ?» Pensez donc, cette presse au XIXe siècle publie des romans feuilletons. C'est-à-dire que dans chaque numéro de ce journal, il y a un roman en feuilleton, et pour certains, avec des auteurs aussi obscènes, aussi dégoûtants que ce Balzac, cet Honoré de Balzac, qui raconte des histoires absolument dégoûtantes, qui vont avilir nos lecteurs. Donc il faut absolument faire peser des impôts sur cette presse populaire, parce qu'elle abêtit nos lecteurs. Quand la télévision arrive, un siècle plus tard, le discours apocalyptique est le même. Qu'est-ce que c'est que cette télévision, ce règne de l'émotion, cette destruction du raisonnement, de la raison, la presse écrite, ne va certainement pas arriver à survivre à la télévision. Patatras, 30 ou 40 ans plus tard, arrive Internet, et avec Internet, la réhabilitation de l'écrit, puisque Internet c'est de l'image, mais c'est aussi beaucoup d'écrit. Donc toutes les prévisions apocalyptiques sur le thème l'écrit est mort se trouvent tout d'un coup, bizarrement, annihilées. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le discours apocalyptique accompagne en général chaque innovation technique, et plus particulièrement les innovations techniques en matière de presse ou de divertissement d'ailleurs. Je pense à un truc, c'est les jeux vidéo. Quand les jeux vidéo apparaissent, ce n'est qu'une lamentation parmi les médias traditionnels, tous. Qu'est-ce que c'est que cette distraction stupide dans laquelle nos enfants perdent des heures et des heures à tuer des gangsters, à les poursuivre avec des pistolets dans les rues, etc. De quoi on se rend compte aujourd'hui? On se rend compte que les jeux vidéo d'abord sont un enjeu économique considérable, beaucoup plus important que le cinéma, et surtout qu'ils sont un lieu de création absolument incroyable, avec une compétition internationale échevelée, et qu'on reconnaît enfin la valeur artistique des jeux vidéo. Donc je dirais que par tempérament, j'ai envie de dire que tout ça se régulera. Alors après, encore une fois, je ne sais pas bien comment, et je vois bien les obstacles, hein, mais voilà, on trouvera un moyen, si vous voulez, et les journalistes ils joueront leur rôle, parce que dans cet univers de la profusion, dans cet univers de n'importe quoi, on aura toujours besoin de barrières, on aura toujours besoin de certificateurs. Tu disais que tu as besoin, quand tu vas sur Twitter, où tu as accès à un nombre d'informations incroyables, tu as quand même besoin qu'après des journalistes te disent ça c'est sérieux, ça c'est pas sérieux, ça tu peux le croire, ça j'ai vérifié, et ça j'ai vérifié et c'est faux. Donc voilà, le métier ne disparaîtra pas, simplement il va changer de nature. Ja ma olen üldiselt väga nõus sellega, mida kolleeg rääkis siin. Ma ajakirjanduse tulevikust rääkides, ma olen tihti nagu ühte näidet kasutanud. Täna on siin, ja see on piltlik näide, mul on täna siin üks asi laua peal olemas ja mul on siin üks pudel veega. Kas kellelgi on mulle anda ühte ajalehte? Suvalist ajalehte, ei ole ajalehte. No, kujutame ette, et siin on ka ajaleht. Näiteks tänane Postimees on siin kõrval ja siin on seesama pudel vett. Ja minu küsimus on, et kaks asja tegelikult, see ettekujutatav ajaleht ja pudel on omavahel tegelikult ülimalt sarnased. Kas keegi oskab mulle öelda, miks nad on sarnased ja mis on see sarnasuse sisu? Konkreetne. Okei, ma ütlen selle ise ära. Tavaliselt inimesed ei arva seda, niisama lihtsalt tegelikult nad on mõlemad konteinerid.
nii see pudel kui ka ajaleht on tegelikult mingis mõttes nagu konteinerid või pakendid. Et siia pudelisse on pakendatud vesi ja sinna ajalehe nii-öelda paberi peale on pakendatud ajakirjanduslik sisu. Ja mis juhtus nüüd kuskil 1995. kuni 1999. aasta vahel kogu maailmas oli see, et tuli internet, eelkõige otsingumootorid, aga hiljem ka sotsiaalmeedia ja purustas selle konteineri, pihustas mööda kogu internetti selle ajakirjandusliku sisu laiali. Ja nüüd tegelikult viimased, ma ei tea, 15-16 aastat on otsitud mingisugust uut konteinerit, kuidas panna, küll on siin räägitud tahvelarvutite puhul sellest, et tahvelarvuti on selline formaat, et on võimalik luua teatud rakendusi, mis siis asendaksid seda paberajalehte kui konteinerit ja mis iganes asju kõik on välja mõeldud, tegelikult keegi mingisugust lahendust nagu leidnud ei ole. Ja kui minu käest nagu küsitakse, mis see uus pakend või uus konteiner siis nagu on, minu vastus on väga lihtne, et see uus konteiner tegelikult on bränd. Selle sõna kõige laiemas mõttes, et kui inimene sotsiaalmeedias selle tohutu infomassiivi ees, eks ju, otsib ja mis on selle konteineri võlu peal tegelikult, enne kui sinna jõuan, eks ju, et oletame, et me läheme, kas me oleme tellinud ajalehe või oleme ostnud ajalehe, me ostame selle ajalehe lähtuvalt sellest oma varasemast kogemusest ja ka lähtuvalt sellest brändist. Me ei tea, mis lood seal ajalehes täpselt on, mitte kunagi ei tea, eks ju, see tuleb meile, me teeme selle lahti, keegi on teinud valikuid, keegi on pannud mingeid asju järjestusse, on tehtud toimetuslikke valikud ja see on meie jaoks alati selliseks suuremaks või väiksemaks üllatuseks, aga see konteiner sisaldabki seda valikut. Nüüd, kui me räägime brändist, siis bränd on tegelikult nüüd ilmselt tulevikus see asi, mille alla koondubki see toimetuslik valik, et me teame, et brändis nimega ma ei tea, Eesti puhul Postimees on ühesugused valikud, brändis nimega Rahvusringhääling on teistsugused valikud, brändis nimega Delfi on kolmandat sorti valikud ja sellest siis lähtuvalt tegelikult inimene läheb ja valib selle konteineri siis tulevikus. Et see on üks võimalik selline tulevikussenaarium, aga see teisisõnu tähendab lihtsalt seda, et see ajakirjaniku roll ja toimetaja roll, nagu ma siin ka enne ütlesin, on erakordselt olulised, kuna bränd ei koonda mitte niivõrd mingeid kindlaid lugusid või kindlaid ajakirjanduslikke formaate, vaid ta koondab teatud viisil tegutsevaid toimetajaid ja ajakirjanikke, kes põhinevad mingitel selle brändile iseloomulikele väärtustele. Aitäh, ma küsiks nüüd viimase küsimuse ja siis võtaks kuulajatelt ka paar küsimust, et me oleme väga palju rääkinud nii ajakirjanikest ja meediast ja need, kes nii-öelda toodet müüvad, aga need, kes tarbivad. Mida see tarbija tahab, kas see on meelelahutus, kas see on informatsioon, kas see on nii-öelda, et harida saada, et räägime natuke selle poolest ka. Mina oskan rääkida ikkagi sellest lugejast kui ajakirjanik, teistsugune vaade ma paraku puudub. Ja üks asi, mida kindlasti internet on kaasa toonud suure muutusena igasuguses ajakirjanduslikus tegevuses on lugeja tagasiside väga selge mõõdetavus ja selle tagasiside saamine praktiliselt, mitte praktiliselt, tegelikult reaalajas. Et kui lugejad näeksid, missugune näeb välja toimetuses see arvutiekraan, kust juhitakse selle esikülje selle kas siis telefonist või tahvelarvutist või arvutist nähtava väljaande esikülje nii-öelda loomist, siis nad näeksid, et siin on tohutult palju informatsiooni kõikide nende ajakirjandusliku ühikute, lugude, fotode, videote kohta. Kas see lugejate arv tõuseb seal, kas ta langeb, mis tüüpi lugejad tulevad, kas nad tulevad Facebookist, kas nad tulevad Twitterist, kas nad tulevad teistelt saitidelt, kui kaua nad veedavad seal selle mingi ühiku peal aega. Ja see mõõdetavus on praktiliselt absoluutne. Tänaseks me võime mõõta kõike. Me teame oma lugejate kohta kõike peale nende nime tegelikult. Ja varsti ilmselt teame ka nime. Et see on nüüd mingis mõttes tohutult positiivne areng. Et me saame lugejale pakkuda täpselt seda, mida lugeja tahab ja veel rohkem seda, mida ta pakub tund aega tagasi, eile ja üleeile. Aga kui nüüd mõtlema hakata selle peale, mis see tulemus on, siis see on iseenesest väga kurb. Inimesed reeglina küllalt instinktiivselt valivad seda, mida nad loevad. Instinktiivne on vale, aga kuidagi niimoodi väga selliste madalate ühisnimetajate alusel valivad seda, mida nad loevad. Et kui te küsite mingisuguse suure kollase ajalehe, paberlehe näiteks vana toimetaja käest, mis on need kaks asja, mis esiküljele panduna müüvad tiraaži, kuna üksikmüüki siis sõltumata riigist siin Põhjamaades vastatakse teile 4 sõnaga paljas naine ja surnud mees.
ja see tegelikult ei iseloomusta mingit kollaste tabloidide lugejat, see iseloomustab väga haritud inimesi. 16 aasta jooksul uudisteagentuuris BNS, mille lugejaks oli Eesti absoluutne eliit. Seda pealkirja, mis nende aastate vältel oli kõige loetud pealkiri, mina siin saalis tegelikult välja öelda ei taha. Ehk siis küsimus on selles, et kuidas vältida ka kommertsmeedias seda, et võimalikult maksimaalsel määral tullakse vastu lugejate ootusele, kuna see ei vii kuhugi väga helgesse kohta. Ka lugeja enda mõttes ja ka ajakirjanduse tuleviku mõttes. Et see on küsimus. Quelle est la question? C'est qu'est-ce que veulent les lecteurs? Tu veux une réponse en combien de temps? Qu'est-ce que veulent les lecteurs? Philosophique. Ils veulent tout. Ils veulent des papiers sérieux et des papiers distrayants. Ils veulent des émissions courtes et des émissions longues. Ils veulent de la politique et pas de politique. Ils veulent tout, les lecteurs. Tout et le contraire. Y compris à travers un même lecteur. Tu prends un lecteur, tu le coupes en deux. Il y a une moitié de ce lecteur qui veut quelque chose de sérieux, de la politique, des sujets de fond, des articles longs, et tu as l'autre moitié du lecteur qui de toute façon va plutôt aller lire des sujets rigolos et va aller regarder la photo des chatons mignons qui tombent de l'armoire. C'est le même lecteur. C'est très drôle parce que sur le site on fait chaque semaine une émission. Et donc, des fois le sujet est sérieux, des fois il est moins sérieux, ça dépend de l'actualité. Et donc il y a un forum où nos abonnés réagissent. Et donc ce qu'on a remarqué, c'est qu'en général, plus nos abonnés sont mécontents dans le forum, plus ils disent « mais vous avez traité un sujet futile, il y avait quand même des sujets plus sérieux à traiter cette semaine, etc. » plus l'émission a marché. C'est-à-dire, plus ils sont mécontents, plus l'émission a été vue. Et c'est pour ça que quand les premières réactions, qu'on met l'émission en ligne le vendredi, quand les premières réactions tombent et qu'elles sont très très mauvaises, sur le thème « qu'est-ce que c'est que cette émission nulle ?», on sait qu'à la fin du week-end, on aura un bon succès dans les vidéos, elle aura été très vue. À l'inverse, quand ils sont très contents, qu'ils nous félicitent pour la qualité et la tenue de cette émission, en général, l'émission fait une audience faible. C'est ça les lecteurs. donc qu'est-ce que moi j'ai un des réflexes fondamentaux dans mon métier et vraiment une des choses que j'essaye d'inculquer à notre réunion de rédaction hebdomadaire le lundi matin, quand on décide des sujets qu'on va traiter dans la journée et dans la semaine, c'est de nous dire quels sont les sujets qui nous intéressent nous journalistes. Quels sont les sujets qu'on a envie de traiter, qu'on a envie de creuser, qu'on a envie d'approfondir, sur lesquels on est curieux. Et je crois que la mort du journalisme commence quand les journalistes se demandent qu'est-ce que nos lecteurs attendent. Quand les journalistes se demandent ça, c'est fini. Il n'y a plus de journalistes. Le journalisme, c'est justement décider de ce qui nous a... Enfin, une rédaction, à mon avis, son travail, c'est de décider de ce qui est important pour elle. Et ensuite, ça ne veut pas dire on s'en fout des lecteurs, pas du tout. Ensuite, ça veut dire faire l'impossible, un travail impossible pour y intéresser les lecteurs. Pour rendre cette information la plus intéressante possible, la plus accessible possible, la simplifier le plus possible pour que les lecteurs puissent y avoir accès. Mais ça arrive dans un deuxième temps. Le premier temps, c'est qu'est-ce que nous, journalistes, on estime important. Non pas qu'est-ce qui a été cliqué la semaine dernière, non pas sur quel numéro on a fait le plus de ventes, sur quelle couverture de magazine on a fait le plus de ventes pour refaire la même, mais qu'est-ce qui nous paraît, nous, important. Voilà. Ja, ma olen nõus, et aga see on kõige keerulisem asi toimetaja nagu tegevuses ongi selle, oletame, et me tahame seda valikut teha, seda tasakaalupunkti leida, siis kõige keerulisem ongi seda tasakaalupunkti otsimine tegelikult lugejate kas siis kaudselt tajutavate või väga selgelt statistiliselt väljendatud ootuste ning teiselt poolt siis ajakirjanike enda prioriteetide ja ajakirjandusliku organisatsiooni väärtuste
ja eelistuste vahel. Et see tasakaalupunkti otsimine on keeruline. See on igapäevane selline nullist alustamine, et ja kindlasti enamus ajast toimetajad panevad sellega ka mööda. Aga kui lihtsalt jääda nagu ootama seda, et mida ütleb meile mõõdik, et siis sellisel juhul ma arvan, et üsna ruttu, et mõnel juhul mõne nädala, mõnel juhul mõne aasta pärast lugejad ise tunnevad, et nad ei ole saanud päris seda, mida nad ehk suuremas plaanis oodanud on. Kas meil on võimalik küsimusi? Ma olen Helle Tikma, Eesti ajakirjanike liidu aseesimees ja vabakutseline ajakirjanik viimased 6 aastat. Kuid enne seda ma olin pikalt ka ajakirjanik kuskil. Tahaks teada ühte asja, millest ma arvan, et tegelikult tänane vestlus oleks võinud alata. Ehk ma kohtasin hiljuti poliitikut, kes ütles mulle nii muu hulgas, kui me oleme ju kõik ajakirjanikud. Teie siin olete üritanud siiski mõnevõrra vähemalt viidata sellele, et mitte igaüks ei ole ajakirjanik. Kes on ajakirjanik? Avalus definitsioon. Ma tegelikult isegi siin enne tegin endale ühe märkme, et võib-olla peaks sellest rääkima. Aga ongi hea, et siis seda saab nagu käsitleda, et põhimõtteliselt lihtsalt öeldes ajakirjanik on inimene, kes teeb toimetuslikke otsuseid. Ja seda ei saa keegi teine väljaspoolt seda ajakirjanduslikku institutsiooni nagu määratleda. Meil oli siin Eestis ju üks päris oluline vaidlus möödunud aastal peaministri ja siis ühe munitsipaalomandis televisioonijaama vahel, kus peaminister üritas sellele telejaama ajakirjanikule öelda, et ta ei saa tulla pressikonverentsile, kuna ta ei ole ajakirjanik, kuna ta on tegelikult poliitiline propagandist. Et võib-olla sisuliselt mina võin isegi olla nõus peaministriga, et see telejaama saadete suunitlus viitab justkui poliitilisele propagandale. Aga ei mina ega peaminister ei saa tegelikult seda nagu otsustada, et see on selle toimetuse enda enesedefinitsiooni küsimus. Ma ei tea, ma vastasin ilmselt hästi keeruliselt, aga põhimõtteliselt väljaspoolt ajakirjanduslikku organisatsiooni ei saa keegi tulla ütlema, et teie olete või teie ei ole ajakirjandus. Alors, en France, ça ne marche pas comme ça. Je vais juste vous dire 2 mots sur le système français. En France, c'est pas, si j'ai bien compris ce que tu as dit, hein, c'est pas le média ou l'organisme qui se définit comme journaliste ou pas journaliste. En France, il y a une commission qui est placée sous l'autorité du ministère de la Culture et de la Communication et qui est une commission paritaire. Alors, je vais détailler cette commission et puis ensuite tu vas nous dire pourquoi Dieu t'en garde, tu vas nous expliquer. Mais donc, il y a une commission qui est composée donc, à parité de représentants des syndicats de journalistes et de représentants des patrons de presse et qui, tous les 5 ans, je crois, délivre un agrément de médias, c'est-à-dire décide que tel média est un média ou n'est pas un média, c'est-à-dire que concrètement, tel journal va se voir délivrer un agrément parce qu'on va considérer qu'il répond à un certain nombre de critères, des critères de variété des sujets traités, des critères de périodicité assez fréquente des alimentations et des renouvellements, plusieurs critères. En revanche, des journaux qui demandent des agréments ne l'obtiennent pas parce qu'on considère qu'ils ne sont pas, que leur périodicité est insuffisante ou que la composition de leur capital, par exemple, ne garantit pas leur indépendance. Bon, alors on ne peut pas dire que c'est l'État, alors, puisqu'elle est effectivement sous le contrôle du ministère, mais en fait, c'est une commission de professionnels. Alors, où on a effectivement, à parité, alors il y a aussi des représentants de l'État. Je n'ai pas été tout à fait complet, il y a aussi des représentants de l'État. Il y a l'État, il y a les représentants des journalistes et il y a les représentants des patrons de presse. C'est un système que... Alors c'est peut-être...
C'est peut-être mon côté français, mais c'est un système que je trouve parmi les moins mauvais possibles. Parce qu'effectivement, si c'est chaque média qui décide s'il est journaliste ou pas, ça va donner point après, par exemple, dans des conférences de presse. Ça peut donner des conférences de presse où effectivement la salle est bardée de militants du parti qui donne la conférence de presse, qui applaudissent les questions qui leur plaisent, qui sifflent les questions qui ne leur plaisent pas, et qui peuvent intimider le travail des journalistes. Non mais, et quand je dis ça, ça s'est vu, ça existe. Donc je pense qu'il n'est pas mauvais que, effectivement, une commission, quelle que soit sa composition, décide qu'est-ce qui est un média et qu'est-ce qui n'est pas un média. jah, sellele viimasele küsimusele vähemalt Eesti kontekstis ma oskan kindlasti vastata, et tegelikult see, kes oletame, et meil on tõesti selline olukord, kus kohti pressikonverentsi saalis on vähem kui ajakirjanikke, kes sinna kohale tulevad, millist olukorda mina oma elus vist Eestis näinud ei ole. Et sellisel juhul muidugi saab rakendada lihtsalt seda lihtsalt põhimõtet, kes on esimesena kohal, see saab ka sisse ja kes esimesena oma küsimuse esitab, see saab ka selle vastuse. Aga ma saan aru, et siin on väga suur kultuuriline erinevus ja me just enne siin lõunal vestlesime teemal, et kuidas eestlased usaldavad oma riigi kätte olulisi eraelulisi andmeid, näiteks aadressi või isikukoodi või seda, et mis sõjaväeline eriala neil võiks olla, eks. Et ma ütlesin, et eestlastel on selles osas tõenäoliselt ei valetanud, et on suhteliselt suur usaldus oma riigi vastu. Aga naljakal kombel näiteks minul ajakirjanikuna puudub igasugune usaldus Eesti riigi asutuste vastu, eriti poliitikute vastu küsimuses, et nemad saaksid otsustada, kes on ajakirjanik. Seda õigust mina neile kindlasti anda ei tahaks ja ma ei räägi siin konkreetsetest poliitikutest või erakondadest või riigiasutustest. Ma räägin üleüldiselt, et ma arvan, et Eesti-suguses ühiskonnas jõuaks õige pea selleni, et pressikonverentsil hakatakse valima, nagu siin ju näide tegelikult oli, endale meeldivamaid ajakirjanikke kuni vastandina sellele, mida siin kirjeldati. Meil ei ole mitte olukord, kus pressikonverentsil on kõik ainult toetajad ja pooldajad ja vilistatakse ja röögitakse, vaid meil on olukord, kus pressikonverentsil on umbes 2 ajakirjanikku, kes esitavad neid küsimusi, mis on varem selle poliitikuga kokku lepitud. Veel keegi soovib küsida? Kuulsin seda juttu ja tahaks Prantsuse kolleegile, et ma olen sellel aastasajandil 10 aastat olnud Prantsusist agentuuri ajakirjanik, et sealgi ma mitte mingisugust survet kunagi ei tundnud, et mida võib kirjutada. Aga ma tahtsin ühele asjale tähelepanu juhtida, et kui räägite, et sotsiaalmeedia Facebook on niisugune, kus tihti on nii, et seda fakti, mis seal nagu kirjas on, ei saa usaldada, siis mina näiteks oma näite varal olen kogenud seda, et Facebook ja minu internetisait Fatal Hospital Errors on praktiliselt ainus koht, kus mul on õnnestunud avaldada kohtuekspertiisi instituudi aktis toodud nimekiri nendest siis väga jubedatest skisofreenia, narkootilistest ainetest ja vägistamist, roogist profeliin, mis minu poja juhtumis mu pojale tegelikult anti. Ja tänase seisuga on 6 aastat Eesti Ekspressis, on üleval vale. Ja mul ei ole õnnestunud seda mitte kuidagi ümber lükata. Ja internet kahjuks on niisugune, et kui korra on valitsus tekitanud vale, siis see hakkab seal elama. Ja ma ükski ei küsida, sest ega teil ei ole mulle mingit nõu anda see juhtumani Euroopa Inimõiguste Kohtus ja jumal teab, millal see lõpuks kunagi lahenduseni jõuab. Aga ma arvan, et tahab seda küsida, et minuga imestab see, et miks Rahvusringhääling ei ole eutanaasia küsimuses sinu arvates, et see vähe olnud, ei ole nagu huvi tundnud selle vastu, et Eesti haiglates praktiseeritakse eutanaasiat ja teostakse lähtevastast ravi, et see on tegelikult meid kõiki kuulutab selle hetkeni, kuni teie pereliige satub sellesse olukorda. No, ma vist tõesti sellele küsimusele ei oska midagi väga lühikest vastata, et kui Eesti haiglates tõepoolest praktiseeritakse eutanaasiat, ma arvan, et ajakirjanduslikke käsitlusi oleks sellest
päris palju. La question, c'est pourquoi les médias parlent aussi peu de l'euthanasie. Que vous dire c'est vrai qu'en France aussi, je veux dire, alors tout dépend de ce qu'on appelle l'euthanasie. Quiconque a été confronté de manière personnelle à la mort d'un proche, c'est ce qui se pratique régulièrement dans les hôpitaux français, estoniens si je comprends bien, et dans de nombreux hôpitaux à travers le monde, c'est-à-dire que sans parler d'euthanasie proprement dite, il arrive très souvent en fin de vie que les médecins accélèrent la mort par toutes sortes de moyens, et notamment par des injections de morphine destinées à atténuer les souffrances. C'est une pratique courante. C'est une pratique qui souvent est à la limite de la légalité. Et c'est une pratique qui, en effet, n'est pas souvent décrite dans les comptes rendus médiatiques et dans les articles sur l'hôpital. J'ai envie de demander quel serait le bénéfice d'une hypermédiatisation de ces questions. Ça servirait à quoi ? Ça servirait à qui ? Très souvent, dans ces situations-là que j'ai vécues, personnellement, entre le mourant, sa famille, ses proches et le médecin, règne un certain non-dit, une certaine façon de laisser entendre les choses sans les dire. Je dirais que c'est sans doute la meilleure manière que ces différents intervenants ont trouvé de s'arranger les uns les autres avec le tabou de la mort. Est-ce que les médias doivent transgresser ce tabou? Est-ce que les médias doivent... Est-ce que une règle absolue de transparence médiatique doit venir dire les choses, poser des mots sur des phénomènes sur lesquels, par consensus général, on s'arrange pour ne pas poser des mots? Je dirais, j'en suis pas sûr et que j'en vois pas le bénéfice. Voilà, mais encore une fois, c'est une réponse toute personnelle et elle ne ferme pas la question, j'imagine. Viimane küsimus. Aitäh, ma puudutaksin sellist valusat teemat nagu terrorism. Ja terrorism on ajakirjandus võib-olla oma koosmõjus. Et ühest küljest meie kõigil on selge, et vaba ajakirjandus peab kajastama, mis maailmas toimub ja võib kajastada, mida ta soovib. Teisest küljest see nii-öelda vaba ajakirjandus on mõnes mõttes ka nagu toiteallikas terrorismile, sest paljuski terroriakti tehakse just nimelt sellepärast, et olla pildis ja selle kaudu oma sõnumit nagu edasi anda. Et ma ei usu, ma ei ootagi, et siin oleks mingi võimalik anda ammendavat vastust, aga milline võiks olla teie nägemus, võib-olla Prantsusmaa puudutab see tänasel hetkel rohkem kui Eestit, aga kokkuvõttes see on tegelikult kindlasti kogu vaba ajakirjanduse teema, et kus peaks minema see ajakirjanduse vastutustunde piir, et ühest küljest ei piirataks sellega vaba ajakirjandust, ei oleks ka enesetsensuuri, aga teisest küljest lõigatakse ära nagu ütleme see nii-öelda soov kasutada ära just nimelt nagu seda vaba ajakirjanduse võimalusi, et terroriakte sellega propageerida ja sellega ka tegelikult provotseerida. C'est évidemment une très bonne question et c'est une des questions les plus brûlantes qui se posent aujourd'hui aux journalistes. Je vais peut-être répondre en priorité, étant dans un pays qui a été confronté directement à ces questions dans les derniers mois et dans les dernières années, beaucoup plus que l'Estonie, heureusement pour l'Estonie, et je souhaite pour l'Estonie que ça reste comme ça. Oui, évidemment, les terroristes
veulent les médias. Ils veulent le sang à la une, ils veulent la panique à la une, ils veulent les chaînes d'information continues où on voit pendant des heures et des heures les sirènes hurlantes des voitures de police et des ambulances qui évacuent les blessés. Ils veulent les breaking news quand on découvre une voiture piégée en plein Paris. Ils veulent que ces nouvelles-là écrasent et éclipsent toutes les autres, et c'est ce qu'ils veulent. Voilà. Je pense que la première chose que dont les journalistes doivent prendre conscience, c'est, comme vous le dites, que c'est ce qu'ils veulent. Après, je dirais que ce sont des choix qui doivent appartenir aux rédactions. Et ce sont des choix qui ne doivent pas, pour le coup, dans lesquels ne doit pas interférer l'État ou dans lesquels ne doit pas interférer le législateur. Je pense que une des choses que veulent aussi les terroristes, c'est que les démocraties cessent d'être des démocraties et que donc la liberté de la presse soit entravée. Donc je pense que la décision de faire le breaking news ou de ne pas le faire, de mettre l'image sanglante à la une du journal ou de ne pas la mettre, c'est une décision qui doit revenir aux journalistes. Et c'est une décision qu'ils doivent prendre en étant parfaitement conscients que le but des terroristes est celui que vous avez dit. Si vous me demandez mon avis personnel, et ce que je ferais moi si j'étais responsable d'une chaîne d'information ou d'un magazine à grand tirage avec plein de photos, il est évident que je serais pleinement conscient que la dramatisation de chaque attentat ou de chaque alerte est quelque chose qui sert les terroristes. Cela dit, je pense aussi que les journalistes ne doivent pas céder 1 centimètre de leur droit d'investigation et de la liberté de la presse. C'est-à-dire que je pense aussi que autant la modération est nécessaire dans le traitement à chaud d'un attentat ou d'une alerte, autant je pense que toute la vigueur nécessaire doit être mise, par exemple, à enquêter dans un pays sur les défaillances des services de renseignement. Comment marchent les services de renseignement? Pourquoi les services de renseignement n'ont pas réussi à repérer celui-ci ou à repérer celle-là? Comment celui-ci ou celle-là a pu passer à travers les mailles du filet? Je pense que là, pour le coup, dans leur rapport avec le pouvoir, les médias ne doivent absolument pas céder à une intimidation du pouvoir qui tenterait de leur dire « Mais non, mais attendez, si vous enquêtez sur les défaillances du renseignement, vous allez faire le jeu des terroristes, puisque vous allez leur donner des renseignements ou des armes, etc. » Non, la presse doit rester la presse. La presse doit continuer à enquêter. Et plus que jamais, la presse doit continuer à enquêter avec toute la vigueur nécessaire, par exemple, en France, sur l'état d'urgence. Vous savez que depuis les attentats du 13 novembre de l'année dernière, un état d'urgence a été décrété en France et la police bénéficie d'une beaucoup plus grande liberté d'action pour entrer chez les gens, pour mettre des gens en garde à vue, pour recueillir du renseignement, une liberté d'action beaucoup plus grande que celle qui était la sienne avant. Je pense que, par exemple, les abus de l'état d'urgence doivent être un sujet sur lequel la presse ne doit avoir aucune inhibition. Elle doit enquêter. Voilà. Alors là, je vous donne mon avis personnel. Effectivement, beaucoup de responsabilités, parce que je pense que les journalistes doivent être des gens responsables, mais en même temps, ne rien céder de sa liberté de journaliste. Alors, c'est peut-être des réponses très générales qui n'apportent pas de solution clé en main dans les détails, mais ce que je vous donne, c'est une ligne générale. Aitäh ja viimane sõna Andres. Jah, väga head vastused, tegelikult ei ole väga palju lisada, aga võib-olla 1 või 2 aspekti veel tooksin välja, et esimene siis tegelikult kordan pisut, et iga selline situatsioon on tegelikult erinev ja iga kord tuleb kaaluda toimetajatel seda uuesti. Meil ei ole valmis mingit valemit, et nüüd me otsustasime, et me teeme nii ja teeme iga kord nii. Iga kord peab ajakirjanik kaaluma, mida avaldatakse, kuidas avaldatakse.
millal avaldatakse ja igas situatsioonis peab saama ajakirjanik teha nagu vaba otsuse selles küsimuses, toimetaja peab saama teha selle otsuse. Ja sellega on seotud väga tihedalt see, et selline ajakirjanduslik sõltumatus on tegelikult terviklik ja jagamatu. Et ei ole võimalik nagu seda sõltumatust nagu mingi protsent või kraad haaval ära